Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de correction d'exercice de physique où cette fois-ci on va faire de l'induction et après, passer par l'inductance mutuelle pour résoudre un exercice d'induction. Donc l'induction c'est un truc peut-être de la sup mais qui tombe au concours, notamment à l'oral, et l'inductance mutuelle c'est en fait une petite technique qui est en vrai j'avais l'impression en fait assez anecdotique en sup, et en fait en spé ça m'a servi dans 2-3 exos, et honnêtement j'aurais pas pu faire sans. Typiquement là je vous présente un exercice où du coup il faut passer par l'inductance mutuelle pour s'en sortir, sinon vous n'y arriverez pas. Euh, donc je rappelle rapidement que ce sont des exercices que je vais corriger là, hein, qui sont faits pour durer à peu près 30 minutes, et donc qui sont faits pour en fait être des euros centrales, donc c'est-à-dire être faisables en 30 minutes, et avec ou sans préparation. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Donc j'ai pas forcément mis de questions, vous voyez qu'on a deux choses, une constante, n0, et également un champ magnétique créé par une spire, donc ok c'est cadeau, on pourra regarder ça un petit peu plus tard. L'idée donc de la situation d'aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'on a un aimant qui tourne, et un petit peu plus loin est situé une spire, enfin plutôt précisément n spire. Ok, dans un premier temps, on va faire une analyse qualitative de la situation, c'est ce qui est demandé, et en fait, on va voir que donc cet aimant qui tourne dans cette direction-là, donc on va considérer un axe Z placé vers nous, donc cet aimant qui tourne autour de Z, en fait, on va voir qu'il est freiné, ok. Et ensuite, du coup, dans un deuxième temps, on va considérer qu'on a un opérateur qui est tel qui va en fait appliquer un couple sur cet aimant pour maintenir sa vitesse de rotation constante, donc on a la vitesse de rotation de l'aimant qui sera constante. Et on va chercher du coup la valeur moyenne exercée par l'opérateur sur cet aimant, donc la valeur du couple, la valeur moyenne du couple, pour avoir justement une vitesse de rotation constante. Donc dans un premier temps, pour une analyse qualitative rapide, on a donc un aimant ici qui tourne. Cet aimant il a un moment magnétique, et pour lui précisément en fait il crée un champ magnétique cet aimant. Puisqu'il tourne, du coup on voit que vis-à-vis des spires qui sont un petit peu plus loin, on voit que le flux du champ magnétique de l'aimant à travers la spire va varier en fonction du temps, parce que l'aimant tourne. Du coup, avec la loi de Faraday, on voit qu'on va avoir l'apparition d'une FEM dans chaque spire. Donc l'apparition d'un courant. Et du coup, puisqu'on sait qu'une spire parcourue par un courant, ça crée un champ magnétique, on va donc avoir un champ magnétique créé par les spires qui vont s'exercer sur l'aimant, et qui va donc créer un couple de Laplace sur cet aimant, puisqu'il possède aussi un moment magnétique. Ce couple de Laplace, il va plutôt freiner l'aimant, ça c'est plutôt la loi de Lenz qui nous dit. Et du coup, le courant, on peut voir qu'en fait, il va donc être dans ce sens-là, et que donc le champ magnétique créé par toutes les spires sont plutôt dans ce sens-là, donc selon plus x. Et ça, en fait, on peut le voir simplement parce que, du coup, on sait que m vectoriel b doit freiner en fait l'aimant. Donc on sait que cela va être orienté selon moins z. Et du coup, avec une rapide règle de la main droite, on voit que m vectoriel b, pour que ça aille bien vers l'arrière, il faut qu'on ait un b qui soit vers plus x. Ok. D'où le fait qu'ici on est bien un truc vers plus x. Parmi les choses qui nous sont données, puisque du coup on va devoir passer par l'inductance mutuelle, en fait on nous donne ici le champ créé par une spire de rayon A, donc A ici c'est le rayon de la spire, et en un point, donc A de M, ou plus précis même alpha en fait de M techniquement, ou d'ailleurs ouais j'ai mis A de M, c'est alpha de M, hop, où du coup alpha en fait c'est l'angle par lequel est vue la spire au point auquel on se place, donc ici ce sera le point 0, 0, 0. Ok. I c'est le courant parcouru par la spire, et mu 0 c'est la constante. Ok. Du coup, comment est-ce qu'on va partir? Bon, déjà, on peut partir en essayant de directement appliquer un théorème du moment cinétique directement à l'aimant. Donc si on l'applique, on sait que, bon, évidemment, il faudrait les préciser un petit peu. Donc déjà, on va considérer un système. Bon, ça, c'est les choses à l'oral, vous pouvez préciser tout ça. Hein. Là, je l'écris, mais du coup, le système, c'est l'aimant. On est dans un référentiel galiléen. Genre laboratoire. Concernant les moments qu'on va voir, on a donc le moment de l'opérateur, le couple de l'opérateur et le couple de la place. Donc on aura bilan des couples. On aura gamma hop, gamma Laplace. Ok. Et du coup maintenant si vous appliquez le théorème du moment cinétique à l'aimant dans le référentiel galiléen, voilà, donc je vais pas préciser tout mais il faut préciser tout ça. Du coup en fait vous allez obtenir quoi? Vous allez donc obtenir J fois la dérivée de oméga, donc en plus il faudrait mettre un petit vecteur ici, je vais marquer oméga vecteur, qui va donc être égal à gamma hop plus gamma lap. Or évidemment ça fait 0 puisqu'on a dit qu'il tourne à vitesse constante. Du coup on obtient finalement que 0 c'est égal à gamma hop plus gamma Laplace. Ok, on a vu que du coup le couple de Laplace il allait être orienté selon moins uz, donc gamma va être orienté selon plus ez, donc je vais tout projeter sur z. Et du coup ça veut dire qu'on a simplement, donc en fait gamma hop, qui va être égal à moins gamma Laplace. Ok. Et gamma Laplace, c'est simple, c'est quoi? C'est m vectoriel b créé par la spire. On a vu que tout ça, c'est être orienté selon plus ez, et du coup, en fait, on sait que m vectoriel b, c'est simplement m fois b, fois le sinus de l'angle entre les deux. Et si, puisque du coup, le champ magnétique, il va être perçu ici, en 0 de manière horizontale, hein, donc il va être perçu comme ceci. B spire en 0. On va donc obtenir Hop. On va donc obtenir du m fois b spire en 0 fois du coup sinus θ, avec θ qu'il faut mécater. On obtiendra donc moment magnétique fois b spire
bon je sais pas écrire, en 0 fois sin θ. Ok. Et après, bah, du coup, à partir de maintenant, on voit que B spire en 0 il est donné, on va pouvoir exprimer tout ça. Donc en fait, on voit que l'exercice est quasiment terminé, hein, c'est fantastique. Donc on a M, la B spire de 0, donc on voit bon, la formule qui est marquée là dit qu'on a du mu0 sur 2A fois I, où I du coup c'est quoi? I c'est le courant qui parcourt la bobine. Et après, bah, du coup on a le sinus de alpha, enfin sinus cube de alpha. Sinus cube de alpha, ok. Et du coup alpha, bah, puisque c'est le sinus, on sait que sinus alpha ça va être le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, bah, du coup c'est A, et le côté adjacent, bah, ça va être... Non, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse, pardon. Je suis bête. Du coup, le côté opposé, c'est bien le A. Et l'hypoténuse, bah, puisque là, on a une distance D, là, on a une distance A. On voit que ce sera racine de D carré plus A carré avec Pythagore. Donc, bah, puisque ça, c'est au cube. Donc, en fait, tout ça, ça va être égal à du M mu0 sur 2A fois I, évidemment, fois du coup A au cube sur A carré plus D au carré à la puissance 3,5. Ok. Et là, du coup, on voit qu'il y a des A qui se simplifient. Donc, du coup, bah, c'est trop bien, parce qu'on a directement gamme up. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que ça, c'était selon. Oui, non, mais j'ai déjà précisé selon UZ. Bon, en tout cas, on sait que c'est selon UZ hein, pour gamme up. Et donc, du coup, bah, on va avoir gamme up, qui a donc est égal au moment magnétique de l'élément, fois mu0, sur 2, fois A carré, fantastique, sur, du coup, A carré plus D carré à la puissance 3,5, fois ok. Et du coup, bah là, c'est trop bien, sauf qu'en fait, on n'a pas tout à fait fini. Pourquoi on n'a pas tout à fait fini? Là, c'est un A carré. Pourquoi on n'a pas tout à fait fini? Parce que bon, déjà on est d'accord. Ah oui, pardon, j'oublie le n. En même temps, là vraiment j'oublie plein de trucs. Parce que ça du coup c'est le champ magnétique créé par une spire, ok. Mais nous on a n spires, donc on va rajouter un n. Donc du coup il faut que je rajoute un n partout. Bon, je vais rajouter là, je vais rajouter là. Du coup je rajoute là, ok. Bon là du coup on voit qu'on a quasiment ce qu'on veut vis-à-vis de m0, hein, parce que m0 c'est mu0 n a carré grand m sur 2. On a bien mu0 n a carré grand m sur 2. Et on divise par a cube plus d cube à la puissance 3,5. Donc là on reconnaît du m0 fois i. Ok. Attendez, je vérifie que c'est bien ça. mu0 grand n à carré m. mu0 grand n à carré m sur 2 fois. Ok. Donc on a bien du m0 fois i. Ok. Donc ça c'est cool. Sauf qu'en fait, évidemment, j'ai oublié le sinus. Mon dieu. Attendez, est-ce que j'ai un sinus en plus Oui, bah oui, du coup j'ai le sinus θ, ce que j'ai oublié ici. Sinus θ. Et donc sinus θ. Ok, avec θ qui vaut donc oméga t. Et donc en fait, bah là on a envie de dire quoi? Là on a envie de prendre la valeur moyenne de gamma up, et dire que du coup bah, gamma up en valeur moyenne c'est la valeur moyenne de tout ça, et puis bah du coup m0i c'est constant, et donc il nous reste juste la valeur moyenne de sinus θ, θ c'est oméga t, de toute façon valeur moyenne d'un sinus oméga t, évidemment valeur moyenne sur t, bah ça fait 0, et donc on voit qu'en fait en moyenne on doit donner un couple nul pour l'aimant. Sauf que bon, là du coup c'est un petit peu absurde, parce que du coup bah, en fait on est en train de dire quoi? On est en train de dire qu'en moyenne, on n'a pas d'énergie à fournir pour avoir l'aimant qui tourne à vitesse constante, alors qu'on a montré juste avant que l'aimant était freiné. Ce qui pose évidemment un problème, et donc c'est pour ça qu'en fait, ici, l'erreur qu'on a faite dans le raisonnement, c'est de considérer que la valeur moyenne de i est constante. Ça c'est évidemment faux, puisqu'en fait du coup bah, i va osciller en fait dans le temps. Ce qui est logique parce que du coup, puisque l'aimant tourne, le flux va avoir une dérivée, on va dire Enfin, va avoir une dérivée non nulle, enfin bref. Bon bref, je sais pas si c'est très convaincant, mais vous allez voir au niveau des calculs que en fait la valeur moyenne de i est pas du tout nulle. Hein. Ok. Du coup, bah maintenant ce qu'il nous reste à faire, donc en fait ça semble assez clair, c'est calculer ce i. Alors, donc là maintenant comment est-ce qu'on calcule i? Bah, du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'écrire l'équation électrique de la bobine, enfin de la bobine de spire. Donc on a envie de dire que dans chaque spire, bah bon, si on note E, la EFM dans la spire, on aura E qui va être égal à R, la résistance de la spire, fois I de T. Ok, on a envie de dire quelque chose comme ça. Sauf qu'après, bah, du coup, il faut qu'on trouve E, et du coup, bah, E, on a envie d'utiliser la loi de Faraday. Donc on a envie de dire maintenant que E, c'est égal à moins la dérivée du flux. Donc je vais noter aimant dans la bobine par rapport à TT. Ok. Et du coup, bah, maintenant, on est en mode, ok, bah, c'est parti, on a juste à calculer, du coup, le flux donc, du champ magnétique de l'aimant dans la bobine. Ok, et à partir du coup du moment où on a ça, bah ça on sait que ça va être égal à l'intégrale double donc sur la surface de la bobine. Enfin, là du coup on est sur une spire hein, seulement, donc on va écrire S. Ok, et puis bah ça du coup on sait que ça va être égal à B aimant scalaire ds, et puis bah voilà on intègre ça et on dérive ça par rapport au temps. L'énorme problème du coup c'est quoi? C'est que B aimant c'est quoi? Et plus précisément B aimant vectoriel ds c'est quoi? Parce que je rappelle que là on a quand même un champ magnétique d'un aimant qui tourne. Donc en fait, calculer le champ magnétique de l'aimant, enfin le flux du champ magnétique de l'aimant dans la sphère, en fait, ça fait quelque chose d'infâme à calculer. En fait, c'est tellement infâme que personnellement, je ne sais pas faire. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Heureusement, tout de même, on a pu, avec un petit peu de théorie, surtout grâce à de l'aide énoncée, obtenir du coup le champ magnétique de la spire. Et en fait, c'est donc ce qu'on va utiliser pour calculer le champ magnétique de l'aimant dans la spire. Pourquoi non?
Parce qu'en fait, on va utiliser un truc génial qui s'appelle l'inductance mutuelle. L'idée, c'est quoi pour l'inductance mutuelle, si je fais un rapide rappel fait que donc imaginons qu'on a une spire 1 et une spire 2, je vais respectivement appeler ça 1 et 2, qui sont parcourus du coup par un courant 1 et un courant 2. Et bien l'inductance mutuelle, ça nous dit que le flux de 1 vers 2, le flux du champ magnétique de 1 vers 2, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à une constante fois I1. Et que le flux du champ magnétique de 2 vers 1, ça va être égal à cette même constante fois I2. Ok, et ça du coup c'est vraiment très bien, parce que ça veut dire que désormais on n'a plus qu'en fait à calculer donc, le champ magnétique de la spire dans l'aimant, puisqu'on connaît le champ magnétique de la spire. Avec ça, on pourra avoir quelque chose qui va dépendre donc de I et d'une constante de vent. Et cette constante de vent, on en aura juste à la réinjecter pour essayer de calculer le flux de l'aimant du coup dans la spire. Bon, ça évidemment, ça peut poser problème parce que l'aimant, on ne sait pas trop calculer un flux dans un aimant, quoi. Enfin, je sais pas, on prend quoi comme surface par exemple? C'est déjà un premier problème. Puis on prend quoi comme courant? Parce que là, du coup, I1, c'est l'aimant, on prend quoi comme courant dans l'aimant? C'est un autre problème. Du coup, bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un intermédiaire de calcul et on va venir modéliser notre aimant sous la forme d'une petite spire. Okay, et cette petite spire, elle va avoir une surface SA, elle va être parcourue par un courant IA. A, c'est pour aimant. Okay. L'idée, c'est que la surface est vraiment toute petite, donc on modélise ça par une toute petite spire. Et en fait, vous allez voir que c'est pas gênant parce que ça va être un intermédiaire. Je calcule. Étant donné que IA et SA, on sait déjà ce que c'est, ça fait égal à grand M. Parce que du coup, le moment magnétique d'une spire, c'est I fois S. Et le moment magnétique de l'aimant, on le connaît. On voit qu'en fait, cette constante-là va réapparaître dans le calcul. Bon, déjà, du coup, le premier truc, on va donc s'amuser à calculer le flux de la spire dans l'aimant. Ce flux, il va être égal à quoi? Bon, globalement, donc ça serait techniquement l'intégrale du flux de la spire fois la surface de l'élément. Or, la surface de l'élément étant toute petite, on va considérer que le flux, enfin, on va se considérer que le champ magnétique est constant. Et en fait, on va simplement avoir B spire en 0, donc fois SA. Et on va quand même avoir, du coup, puisqu'ici, le cosinus en fait de l'angle entre les deux. Et du coup, le cosinus de l'angle entre les deux, c'est cos θ, si je me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, ça va être cos θ. Ok. Donc on a bien un cos θ qui va apparaître. Ensuite, du coup, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement exprimer du coup ce que vaut donc, le champ magnétique de la spire en 0. Donc le champ magnétique de la spire en 0. Donc ça va être égal à n, parce qu'on a en fait n spire, fois ensuite donc mu0, donc ça c'était la formule qui était donnée plus tôt. Donc c'est mu0 fois i sur 2a, mu0 i sur 2a, fois du coup le sinus du coup de l'angle alpha, donc le sinus de l'angle alpha, on l'a déjà exprimé tout à l'heure, ça nous fera du a cube sur a carré plus grand d carré à la puissance 3,5. Ok. Et après, du coup, il nous reste du SA et du cos θ. Je vérifie si je voulais dire quelque chose. N mu0 i sur 2a, a cube cos θ s. Ok. Là, on a tout. Si, ça, je le réécris. Je peux le réécrire comment? Je peux le réécrire quand n mu0 sur 2a fois a cube sur a carré plus d carré à la puissance 3,5 fois SA fois cos θ fois i. Et là, du coup, avec l'inductance mutuelle, on reconnaît quoi? Ici, on reconnaît grand M. Et ça donc est égal à grand M fois i. Désormais, du coup, avec le théorème de l'inductance mutuelle, on sait donc en fait le flux de l'aimant dans la spire, ça donc est égal à quoi? Ça va être égal à ce même grand M fois IA. Ce qui est trop bien, c'est qu'ici, vous voyez que dans le grand M, il y a SA qui apparaît. Donc en fait, IA fois SA, on va rechoper le moment magnétique de l'aimant, c'est tout ce qu'on voulait. Donc ici, l'expliciter ça, donc on aura du grand M, mu0 sur 2A, fois A cube sur A carré plus grand D carré à la puissance 3,5, fois SA, fois cos θ, fois IA. Là, on a donc grand M qui va réapparaître. Donc on va avoir du grand M, grand N, U0, sur 2, A carré, sur A cube, A carré, pardon, plus D carré, 3,5, fois cos θ. Je crois que j'oublie rien. Et là, du coup, maintenant, si je me trompe pas, on a un truc vachement cool, en fait, qui apparaît. Et le truc vachement cool qui apparaît, c'est qu'il me semble que là, on reconnaît directement M0. Si je me trompe pas, puisque du coup, mu0 N A carré grand M, mu0 N A carré grand M, sur 2 A cube plus D cube, plus D carré, pardon, exactement. Donc en fait, là, on reconnaît directement M0 cos θ. M0 cos θ. Ok, c'est fantastique. À partir de là, du coup, désormais, on sait donc que cos θ, on a dit que c'était égal en fait à cos oméga t. Ok, donc du coup, moins la dérivée du flux magnétique de l'aimant vers la spire. Désolé, j'écris vraiment mal, mais je vais. Ok, donc là c'est l'aimant. Ouais, ça c'est trop mal écrit, je vais le réécrire. Donc moins la dérivée du flux de l'aimant vers la spire. C'est donc égal. Donc la dérivée d'un cosinus, c'est moins sinus, et comme il y avait un moins devant, ça fera du sinus. Donc on a du M0, pardon, sinus de oméga t. Ok. Donc désormais à partir de là, on peut en fait, on a juste à tout réutiliser, hein, puisque du coup,
Du coup on a quoi? On a dit que E c'était également égal à R fois I de t. Ça on avait calculé simplement avec... Bon, normalement il faut représenter un petit schéma électrique à chaque fois. C'est un truc que j'ai pas forcément fait, mais en termes de rédaction c'est mieux de toujours représenter le schéma électrique équivalent donc, de votre spire. Lorsque du coup vous écrivez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc voilà, du coup E de t, puisque E varie en fonction du temps. La résistance de la spire est constante. Par contre du coup I va varier en fonction du temps, puisque E varie en fonction du temps. Puisque justement la dérivée, du coup la dérivée du flux du champ magnétique varie elle-même en fonction du temps. Donc voilà, théorème en fonction du temps, c'est génial. Du coup on a donc du R fois I de t, qui a donc été égal à du M0 sinus oméga t. Ok. Attendez, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Si, j'ai complètement oublié quelque chose, c'est que là j'ai un truc qui est pas homogène, et c'est pas homogène parce que quand on dérive, on a un oméga qui sort en plus. Hop, exactement. On a un oméga qui sort en plus tout simplement pourquoi? Parce que du coup la dérivée, en fait c'est juste une dérivée composée, hein, la dérivée de cosinus alpha t qui dépend du temps, du coup ça sera moins sinus alpha t fois alpha, oui exactement. Donc on a bien ceci. Ok, donc du coup à partir de là, on a donc I dt, qui va donc être égal à M0 sur R, sinus de oméga t fois oméga. Ok, et donc maintenant il ne manque plus qu'à recomposer tous les morceaux. On avait vu qu'en plus du coup gamma up c'était quoi? C'était du M0 fois I fois sinus oméga t. Donc du coup gamma up ça va être égal à du M0 fois I fois sinus de oméga t. Et donc du coup on voit que I dt en fait c'est quoi? C'est M0 sur R fois sinus oméga t fois oméga. Bon bref, en gros ça va nous faire du M0 au carré sur R. Les sinus, il va y avoir oméga et on va avoir un sinus carré d'oméga t. Bon désormais du coup on peut prendre la valeur moyenne de ça donc par rapport au temps. Et en gros l'idée c'est que la valeur moyenne du cosinus, ça fait un demi, hein, c'est exactement ça qu'on va utiliser. Donc la valeur moyenne de gamma up ça va être égal à M0 au carré sur R fois oméga fois la valeur moyenne d'un sinus carré. Ça c'est un demi. Et donc du coup on va obtenir du M0 au carré oméga sur 2R. Ok, donc c'est ce qu'on va pouvoir encadrer tout ça. On voit qu'on a donc bel et bien un gamma up qui est positif, donc ça c'est plutôt bien. Hop. On voit donc qu'on a quelque chose qui est positif. On voit qu'on a également quelque chose qui est donc bel et bien dans le sens UZ. Bon, j'ai pas forcément remis à ce point-là les vecteurs directeurs, mais on avait vu avec l'analyse précédente que c'était bien selon UZ. Donc on va bien avoir quelque chose qu'on va donc devoir compenser. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire en plus au niveau du résultat? Bon, du coup, je vais pas forcément vérifier l'homogénéité parce que c'est compliqué, mais je vous assure que c'est homogène. C'est quelque chose que vous pouvez passer un petit bout de temps à vérifier si vous êtes en oral, hein, ce sera toujours bienvenu. On peut voir que ça dépend de oméga, donc ça c'était non trivial. Ça apparaît dans les calculs parce que là c'est la dérivée du flux du champ magnétique qui compte. Donc ça veut dire que plus l'élément tourne vite, plus on va devoir fournir un couple fort pour le maintenir à vitesse constante. En vrai, ça dans les faits, du coup, ça semble à peu près logique aussi, quand on y pense, qu'on doit fournir un couple plus ou moins fort en fonction de la vitesse de rotation qu'on veut maintenir. Après, le fait que ce soit dépendant en oméga et pas en dépendant oméga carré ou en racine d'oméga, ça pour le voir, ce serait uniquement par de l'analyse dimensionnelle, que voilà, j'ai pas du tout fait au préalable. Mais du coup, on pourrait trouver comme ça qu'on a un rapport à une puissance de 1 avec uniquement de l'analyse dimensionnelle. Et après, voilà, je pense que ça ferait tout ce qu'on peut dire sur ce résultat. En tout cas, du coup, donc, si on essaie de rapidement de récapituler peut-être la démarche de l'exo, vous voyez qu'au final, en fait, ça revient essentiellement à considérer le théorème du moment cinétique appliqué à l'aimant. On voit que ce qui est gênant, c'est que du coup, dans le test d'expression de gamma up, on a I qui apparaît. Le problème, c'est qu'évidemment, I, on le connaît pas. Et du coup, pour trouver I, on est obligé donc d'utiliser l'équation électrique, qui est donnée juste ici. Cette équation électrique, elle va nous relier à la tension FEM. Cette tension, elle est reliée donc à la dérivée du flux du champ magnétique. Et le problème, c'est que pour calculer ce flux de champ magnétique qui est très compliqué à faire, du coup, on passe justement par l'inductance mutuelle, qui est donc un théorème qui est juste là, que je vais encadrer, parce que ce théorème mérite d'être encadré. Et c'est vachement pratique. Et donc en fait, après il faut quand même penser à utiliser, à modéliser on va dire l'aimant par une petite spire. Donc ça on va dire que c'est quelque chose que d'habitude, c'est quelque chose qui vous serait donné, hein. Là je l'ai pas forcément explicité, mais c'est quelque chose qui serait donné. Et donc ça vous permet d'avoir un intermédiaire de calcul assez intéressant, qui vous permet derrière de pouvoir calculer donc ce flux, et ensuite tout tombe, et donc on tombe bien sur un couple intéressant. Voilà, du coup c'était tout pour moi. Je vous souhaite de bon courage à tous ceux qui passent les oraux très bientôt. Et sinon, moi du coup, j'espère vous retrouver bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.